Il n'y a presque jamais de bon moment pour être sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, mais ces dernières semaines ont été particulièrement horribles pour un criminel de calibre mondial en particulier, Vladimir Poutine. The Independent, média britannique, l'a décrit avec une voix enrouée et des joues bouffies après une apparition peu flatteuse au Forum économique international de Saint-Pétersbourg. On est loin du Vladimir Poutine d'autrefois, qui jouait au hockey avec des légendes russes et montait à cheval torse nu. Et quant à la seule chose qui compte davantage pour Vladimir Poutine que la façon dont le monde le voit, l'invasion de l'Ukraine ne se déroule pas comme il le voudrait. Ottawa a annoncé un partenariat entre des fabricants de drones canadiens et ukrainiens, permettant le déploiement de drones canadiens sur la ligne de front en Ukraine. L'Ukraine a récemment annoncé qu'elle avait repris plus de 600 km² de territoire cette année, et qu'au mois de mai seulement, elle avait capturé 100 km² de plus qu'elle n'en avait perdu. Et le 9 juin, une voiture piégée a éliminé Dmitry Davidov, le chef de la principale direction des missiles et de l'artillerie du ministère russe de la Défense. Il est le dernier d'une longue série de hauts responsables russes à avoir reçu un aller simple pour le Grand Kremlin céleste. C'est sans parler des centaines de milliers de soldats que Moscou a déjà perdus en Ukraine. Mais ce qui aggrave encore tous ces problèmes, c'est le fait que la Russie perd rapidement des alliés, y compris certains dans son propre voisinage. Arménie. Longtemps, l'Arménie était vue comme l'allié le plus proche de la Russie dans le Caucase du Sud, les deux pays ayant des liens profonds dans presque tous les domaines. La Russie est le principal partenaire commercial de l'Arménie, les échanges bilatéraux entre les deux nations représentant plus d'un tiers du volume total du commerce extérieur de l'Arménie en 2025. La Chine arrivait loin derrière en deuxième position, suivie par l'Union européenne. Les deux pays étaient si liés que les chemins de fer russes, entreprises d'État sous sanctions occidentales, contrôlaient le réseau ferroviaire arménien depuis un accord de 2008. L'Arménie, membre de l'OTSC, dirigée par Moscou, accueille une base militaire russe au nord et dépend largement de la Russie pour son gaz naturel bon marché. Cependant, cette relation est en difficulté depuis un moment, surtout après que la Russie n'a pas soutenu l'Arménie contre l'Azerbaïdjan pour le Haut-Karabakh, malgré ses engagements et la présence de milliers de soldats chargés du maintien de la paix. En conséquence, Erevan a gelé sa participation à l'OTSC dirigée par la Russie, a renforcé sa coopération en matière de défense avec la France et a entamé le processus d'adhésion à l'Union européenne. Signe fort du rapprochement arméno-occidental, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a récemment signé à Erevan un accord de partenariat stratégique avec le ministre arménien des Affaires étrangères. Lorsque la population a voté pour élire l'Assemblée nationale le 7 juin, beaucoup ont vu cela comme un référendum sur l'avenir de l'Arménie. Poursuivre vers l'ouest ou revenir vers Moscou. Les partis politiques engagés dans cette élection reflétaient la division nationale. D'un côté se tenait le Premier ministre Nikol Pachinian et le parti au pouvoir, Contrat Civil, qui ont fondé toute leur identité politique sur l'orientation vers l'ouest. En face, l'opposition pro-russe était fragmentée en 3 blocs. L'Arménie forte était menée par un milliardaire russo-arménien assigné à résidence pour avoir prétendument appelé au renversement du gouvernement. L'Alliance Arménie, dirigée par l'ancien président Robert Kotrian, et l'Arménie prospère, menée par un homme d'affaires en vue qui se trouve aussi être un ancien champion du monde de bras de fer. Fait amusant, les 3 chefs de l'opposition ont tous promis de renforcer la relation d'Erevan avec Moscou s'il gagnait, l'ancien président Kotrian affirmant que si l'Arménie poursuivait son pivot vers l'ouest, la Russie pourrait unilatéralement geler la relation économique entre les deux pays. Les partis d'opposition n'étaient pas seuls à vouloir des liens renforcés avec la Russie. Moscou a mené une forte campagne pour pousser les Arméniens à élire des personnalités pro-Kremlin. L'une des premières choses que la Russie a ciblées, c'était l'énergie. Plus tôt, nous avons dit que l'Arménie dépendait de la Russie pour le gaz naturel bon marché. Mais ce que nous n'avons pas mentionné, c'est à quel point ce gaz était bon marché ou quelle quantité Erevan recevait. En 2025, l'Arménie a importé 82% du gaz naturel qu'elle utilisait de Russie en payant 177,5 $ par 1000 mètres cubes. C'est plus de 3 fois moins cher que les 600 $ payés par d'autres pays européens pour le gaz naturel. Un porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a averti que la Russie était prête à annuler unilatéralement l'accord bilatéral de 2013 garantissant à l'Arménie des livraisons de gaz et produits de pétroliers en franchise de droit. Pachinian a balayé cela d'un revers de main, affirmant que l'adhésion à l'UE finirait par rapporter bien plus d'argent que ce que l'Arménie perdrait avec une augmentation des prix du gaz naturel russe. Puis sont venues les interdictions. À partir de la fin du mois de mai, les agences russes de surveillance agricole et de la sécurité des consommateurs ont restreint la vente d'un large éventail de produits arméniens, notamment l'alcool, les fleurs, les fruits et l'eau minérale.
La Russie a affirmé que ces interdictions avaient été mises en place en raison de violations des normes sanitaires et de sécurité, mais les observateurs ont noté qu'il s'agit là d'une tactique habituelle de l'influence russe. La Russie a fait de même à l'Équateur en 2024, interdisant l'importation de bananes et de fleurs après que l'Équateur a accepté une offre américaine visant à échanger du matériel militaire de l'ère soviétique contre des armes américaines modernes. Le matériel soviétique devait être donné aux Ukrainiens pour leur combat contre la Russie. Cependant, l'Équateur a annulé l'accord pour ne pas perdre l'accès au marché russe, représentant plus de 20% de ses exportations de bananes. Il est donc compréhensible que Moscou s'attende à ce qu'un pays aussi dépendant que l'Arménie cède sous pression. En plus du commerce, la Russie a accru la pression diplomatique. Le 29 mai, la Russie et ses alliés de l'Union économique eurasiatique, ou UEE, les pays du Bélarus, du Kazakhstan et du Kirghizistan, ont publié une déclaration conjointe appelant l'Arménie à organiser un référendum national dès que possible, afin de choisir entre rejoindre l'Union européenne ou rester dans l'UEE. Un référendum en Arménie risquerait d'accentuer les divisions entre partisans de la Russie et de l'Union européenne. Vladimir Poutine a averti que si l'Arménie poursuivait l'intégration européenne, elle connaîtrait le même sort que l'Ukraine. Je veux dire, tu as déjà des difficultés en Ukraine, tu ne peux pas te permettre d'ouvrir un autre front, n'est-ce pas ? La Russie a aussi beaucoup investi dans ce type de campagne de désinformation, comme ailleurs, y compris en Moldavie. Pachinian et des hauts responsables ont été accusés de trafic sexuel d'enfants, de posséder des propriétés de luxe non déclarées en France et aux Émirats arabes unis, ainsi que d'importation de déchets radioactifs en Arménie. Rien de tout cela n'a fonctionné. Le parti contracivil de Pachinian a remporté 49,81% des voix. L'Arménie forte a pris la deuxième place avec 23,29%, tandis que l'Alliance Arménie de Kotrian, ex-chef d'État, a fini loin derrière en troisième position. Les résultats ont accordé au contrat civil 64 sièges sur 105 à la nouvelle Assemblée nationale, renforçant le mandat de Pachinian pour poursuivre la marche de l'Arménie vers l'ouest. La Russie a immédiatement crié à la fraude, affirmant que les élections avaient eu lieu sous une pression sans précédent sur l'opposition et une ingérence occidentale. Moscou a également imposé une interdiction sur une liste supplémentaire de produits arméniens dans le but d'augmenter la pression économique. On ne sait pas ce que cela permettra d'accomplir. Les résultats des élections ont déjà clairement montré que le peuple arménien souhaite s'éloigner de la Russie, et toute tentative supplémentaire de faire pression sur Erevan ne fera que confirmer qu'ils ont fait le bon choix. Pour la Russie, ce sera une pilule très difficile à avaler, car on supposait depuis longtemps qu'Erevan resterait dans sa sphère d'influence, soit par le pouvoir coercitif du gaz bon marché, soit par la coercition ordinaire, Erevan. S'éloigner de cela est une démonstration de souveraineté, à laquelle Moscou n'est pas encore habitué. Pour les observateurs régionaux, ce résultat confirme le déclin de l'influence de la Russie dans une région où elle dominait autrefois sans rival. Ce déclin ne concerne pas que l'Arménie ou le Caucase du Sud. Avant de poursuivre, découvrons notre site d'abonnement, Warfront, plateforme dédiée à tous les sujets. Nous n'avons pas la place ici sur la chaîne principale pour rendre justice à ces sujets, alors que nous allons beaucoup plus en profondeur que ce que nous pourrions jamais faire sur YouTube. Chaque semaine, nous publions 2 vidéos exclusives, 2 articles d'experts et 1 ou 2 podcasts sur les principaux sujets de conflit et de géopolitique. Cela concerne l'Ukraine, l'Iran, le Soudan, le Sahel, l'Europe et d'autres régions, ainsi que des conflits souvent négligés ailleurs. L'abonnement coûte 5 $ par mois ou 50 par an. C'est Warfront. Rendez-vous sur le site. Retour à l'épisode d'aujourd'hui. Perdre des amis. Le 8 décembre 2024, après plus d'une décennie de combat, le groupe rebelle Hayat Tahrir al-Sham, ou HTS, a fait quelque chose que beaucoup d'observateurs pensaient en impossible. Ils ont capturé la capitale syrienne, Damas, et mis fin au règne de Bachar el-Assad, qui s'est enfui à Moscou cette même nuit à bord d'un avion militaire russe. La Russie a investi plus de 20 milliards de dollars en Syrie depuis 2015, couvrant opérations militaires, développement portuaire et contrats de reconstruction que Moscou espérait rentabiliser sur des décennies. La Russie a ainsi obtenu ce qu'elle souhaitait, une présence militaire permanente au Moyen-Orient, basée sur 2 installations. La base navale de Tartou, sur la côte méditerranéenne syrienne, était le seul centre naval permanent de la Russie à l'étranger. Le Kremlin a signé en 2017 un accord avec le régime d'Assad, offrant la base au Kremlin pour 49 ans. La base permettait à la Russie de stationner ses navires de guerre et de projeter sa force près du flanc sud de l'OTAN. La seconde est la base aérienne de Khmeimim, près de Latakie. La Russie avait beaucoup investi pour que l'aéroport accueille de gros avions, dont des bombardiers à long rayon d'action. La base aérienne avait 2 usages. Premièrement, ce point permettait à la Russie de projeter sa puissance. Deuxièmement, c'était un nœud clé de son expansion en Afrique. Nikolai Sukhov, expert du Moyen-Orient dans un groupe de réflexion à Moscou, a qualifié la Syrie de point de départ de la Russie vers l'Afrique.
Moscou avait établi un corridor de la côte syrienne à travers l'est de la Libye jusqu'au Soudan et au Sahel, permettant de déployer et relever des combattants du groupe Wagner et d'acheminer des armes vers le sud. Certaines de ces armes, dont des missiles solaires, ont fini par atteindre les forces de soutien rapide au Soudan, une milice accusée de génocide contre les forces armées soudanaises. L'or et les diamants provenant des pays africains circulaient, généralement dans la direction opposée, fournissant des devises fortes essentielles pour financer l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Vous pouvez donc imaginer à quel point ce fut un coup dur pour la Russie lorsque Bachar el-Assad est tombé, entraînant avec lui l'accès de Moscou à ses installations. La Russie a tenté de conclure un nouvel accord avec Damas, sans succès. Début mars 2025, elle avait retiré la majorité de son matériel militaire de Tartous, dont les navires amarrés. La Russie tente encore un accord avec le gouvernement syrien, mais l'Institut international d'études stratégiques remarque que Moscou n'obtiendra que des conditions moins favorables que celles accordées par Bachar el-Assad. Outre le Moyen-Orient, il faut évoquer une autre grande perte de la Russie en Europe, la Moldavie. En 2016, Igor Dodon a été élu président de la Moldavie sur une plateforme fortement pro-russe, mais il a été battu lors des élections de 2020 par la pro-occidentale Maia Sandu. Dans une tentative d'installer un gouvernement pro-russe, Moscou a tout fait pour essayer d'influencer la prochaine élection. En 2024, des rapports indiquent que les Moldaves recevaient 3 000 $ par mois pour camper à Chisinau et organiser des manifestations anti-gouvernementales, soit près de 4 fois le salaire moyen national. L'argent s'accompagnait d'une opération en ligne agressive, où des fermes de bots diffusaient de la propagande anti-UE, des critiques contre la présidente et attaquaient le parti au pouvoir. Moscou faisait tout cela parce qu'elle maintient environ 1500 soldats et 20 000 tonnes de munitions en Transnistrie, une région séparatiste à l'est de la Moldavie. Un gouvernement moldave malléable et la présence de troupes permettèrent à la Russie de compliquer la vie de l'Ukraine à l'est de la Moldavie et de la Roumanie, membres de l'OTAN à l'ouest. Avec un gouvernement clairement anti-russe, le Kremlin a perdu l'un de ses leviers majeurs dans la région. Enfin, il faut évoquer la perte de la Hongrie, seul État de l'UE à avoir gardé des contacts directs et réguliers avec Moscou après 2022 quand le reste du bloc a rompu les liens officiels. Viktor Orban a passé 16 ans à devenir le politicien le plus utile à la Russie au sein de l'Union européenne. Il a utilisé le veto hongrois pour bloquer ou affaiblir les sanctions contre la Russie après la guerre en Ukraine. Au niveau national, il a accordé à Rosatom un contrat de 13,6 milliards de dollars pour agrandir la centrale nucléaire de Pax en Hongrie avec un prêt du Kremlin. Il a aussi autorisé les banques hongroises à servir de canal financier pour Moscou, contournant ainsi les sanctions. Lorsque les élections ont eu lieu en avril de cette année, la Russie a tout mis en œuvre pour s'assurer que son allié le plus fidèle conserve son siège. Cela incluait une campagne de désinformation et une provocation visant à accuser l'Ukraine du sabotage du gazoduc Turkstream, transportant le gaz russe vers la Hongrie. Mais encore une fois, cela a échoué. Orban a perdu contre Péter Magyar, dont le parti Tisza a obtenu 53% des voix et une supermajorité des 2/3 au Parlement lors d'une élection à la participation record depuis la chute du communisme. Décrire la défaite d'Orban comme un coup dur pour Poutine ne lui rendrait pas justice. Sans Orban, la Russie subissait des sanctions européennes plus dures et un bloc capable d'offrir beaucoup plus d'aide financière à l'Ukraine. Holger Schmid, économiste en chef à la banque Berenberg, a expliqué à CNBC qu'un soutien européen renforcé à l'Ukraine serait un revers majeur pour Poutine et pourrait influencer la durée de sa participation à la guerre, vu la pression sur l'économie russe. Il est clair que la prodigieuse capacité de la Russie à perdre des alliés, tant à proximité que loin de son propre territoire, affecte considérablement ses ambitions, mais le Kremlin ne reste pas les bras croisés face à cela. Elle cherche activement de nouveaux alliés pour remplacer ceux perdus. Reste à voir si ces nouveaux alliés de la Russie seront aussi efficaces que les précédents. Alliances anciennes et nouvelles. La Russie a cherché à nouer de nouvelles alliances en Afrique, surtout dans la ceinture des coups d'État en Afrique de l'Ouest. Après des coups d'État au Mali, Burkina Faso et Niger, les nouveaux dirigeants ont expulsé les Français, garants de leur sécurité, et se sont tournés vers la Russie. En échange de la sécurité fournie, Moscou a obtenu des concessions minières, une licence d'exploitation d'or pour Norgold au Burkina Faso, des contrats de raffinerie d'or pour le groupe Yadran au Mali, et Rosatom cherche à accéder à l'uranium du Niger. Ces accords ont permis à la Russie de s'implanter dans une région dominée par la France et, dans une moindre mesure, les États-Unis, tout en alimentant son trésor de guerre grâce aux ressources. Les accords de sécurité n'ont pas vraiment permis de lutter contre la menace djihadiste, alors que 60% du Burkina Faso reste aux mains des djihadistes. 2 groupes insurgés ont poussé le gouvernement malien au bord du gouffre en mai, mais ont efficacement protégé les putschistes des contre-coups d'État. Pour l'instant, cela suffit à assurer à la Russie une présence dans la région.
Elle s'est aussi alliée en Afrique du Nord, notamment avec Khalifa Haftar, l'un des hommes forts de Libye. Ce partenariat a permis à la Russie de transformer la Libye en un centre logistique pour ses opérations en Afrique. Dès décembre 2024, du matériel russe, du personnel et des combattants syriens liés au régime d'Assad sont arrivés à la base aérienne de Martin al-Sara, au sud de la Libye, près des frontières avec le Tchad et le Soudan. La base, antérieure à la chute d'Assad et serait financée par les Émirats arabes unis, a vu la Russie restaurer ses pistes, construire des installations de stockage et accroître sa capacité logistique. Martin al-Sara n'est qu'une partie du vaste réseau libyen de la Russie. Moscou opère également à partir de 4 autres sites clés répartis à travers le pays. Ensemble, ces sites créent un corridor de transit plus difficile à perturber qu'une installation unique. Ils sont moins surveillés internationalement que les sites côtiers et permettent à la Russie d'accéder aux corridors routiers nécessaires au déploiement de troupes dans plusieurs pays africains. En retour, Haftar bénéficie de la protection russe face aux forces soutenues par la Turquie en Libye occidentale. De retour en Europe, la Russie compte encore des alliés comme Alexandre Loukachenko, président biélorusse entre les deux. Surnommé le dernier dictateur d'Europe. Loukachenko est au pouvoir depuis 1994 et demeure l'un des alliés les plus efficaces du Kremlin en Europe. En 2022, Loukachenko a autorisé l'utilisation du territoire biélorusse pour préparer et lancer l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine. Les banques et réseaux commerciaux biélorusses ont aidé la Russie à contourner les sanctions. Loukachenko n'est pas le seul allié de Poutine en Europe. Robert Fico, le Premier ministre slovaque, Rumen Radev, le Premier ministre bulgare, et dans une moindre mesure, Aleksandar Vučić de Serbie, sont tous pro-russes. Tout cela, pris ensemble, signifie que même si la Russie perd des alliés à une vitesse incroyable, elle conserve encore une grande partie de l'influence qu'elle avait autrefois. Plus important que ses alliés actuels, c'est la profondeur de ses liens avec ceux qu'elle a déjà perdus. Bien que l'Arménie ait élu un gouvernement pro-occidental, les chemins de fer russes contrôlaient toujours le réseau ferroviaire, le gaz naturel bon marché et une grande partie du commerce. La situation ressemble à celle de la Hongrie. Budapest continue d'importer beaucoup de pétrole et de gaz russe, et Moscou poursuit le projet de centrale nucléaire PAX-2. Même si les gouvernements pro-occidentaux d'Arménie et de Hongrie poursuivent leur mandat, ils doivent éviter de trop contrarier la Russie ou de perdre l'accès à l'énergie bon marché. Surtout alors que le monde souhaite une baisse des prix du pétrole et du gaz. Le Kremlin le sait, et il pourrait attendre son heure, croyant que la situation finira par tourner de nouveau en sa faveur. Seul l'avenir nous dira si cela se produira, mais pour l'instant, les pertes de la Russie sont autant de gains pour l'Occident. Merci de votre attention.